Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Chers amis, aujourd'hui nous allons traverser une nouvelle fois l'Atlantique pour aller voir ce qui se passe en Amérique du Nord. Pour ce faire, Yves-Marie Edeline, qui est philosophe, essayiste, auteur d'une histoire mondiale des idées politiques et auteur de nombreux articles sur les États-Unis. À ma gauche, aucune signification bien sûr, Georges Clément, que nos téléspectateurs connaissent bien, qui est chef d'entreprise et écrivain. Alors messieurs, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous emmener outre-Atlantique? Parce que sur le plan international, on voit évidemment avec la guerre en Ukraine, avec beaucoup d'autres affaires, la Chine, l'Amérique très présente dans les relations internationales. En revanche, que se passe-t-il là-bas? Eh bien, il me semble, et je ne suis pas le seul à le dire, d'aucuns l'affirment carrément, notamment l'amiral Antoine de Lacoste, par exemple, parle carrément de guerre civile aux États-Unis. Est-ce que le modèle américain serait en péril? Est-ce que cette Amérique qui se divise profondément, qui connaît des problèmes considérables, des problèmes sanitaires, des problèmes industriels, et voire des problèmes bancaires, avec la faillite de la banque de la Silicon Valley, SVB, tout cela nous interpelle et nous amènera à réfléchir sur ce qui se passe dans ce pays. Je vais m'adresser tout d'abord à Georges Clément, qui en plus connaît les États-Unis de visu, si je puis dire, puisque vous y êtes allé à plusieurs reprises. Nous avons eu une société là-bas qui a été dissoute à cause des règlements sur les voyages, puisque vous savez qu'on ne peut toujours pas atterrir si on n'est pas vacciné. Hein. Bon. Et donc on l'a dissoute il y a 1 an, même pas. Donc ça a duré 20 ans. Donc vous avez dissous une société que vous aviez aux États-Unis. Qu'on avait mise en place. Uniquement pour cause de vaccins anti-Covid. On ne peut plus y aller. Par les voies aériennes habituelles, évidemment. Voilà. Et à tel point, d'ailleurs, c'est une anecdote, mais il y a un Open de tennis qui a lieu en Floride, à Palm Beach. Et le grand tennisman serbe, oui, bien sûr, ne pouvait pas atterrir aux États-Unis car c'est le fédéral qui gère les arrivées et l'immigration. Et donc Ronald DeSantis, le gouverneur de Floride, s'est mis en colère car lui, il a interdit le pass vaccinal. En Floride, il n'y a ni pass vaccinal, ni masque, il n'y a rien de tout ça. Et donc, il a décidé d'affréter un bateau pour aller le chercher aux Bahamas, où il pourrait atterrir. Donc, ça vous donne une idée du problème. Très intéressant. Voilà. Parce que sur DeSantis, nous reviendrons. Oui, bien sûr. Il faut revenir sur cette personnalité qui joue un rôle très important dans la vie politique future, et notamment dans la perspective des primaires américaines qui s'annoncent bientôt. Oui, on en reparlera. Nous y reviendrons. Alors, ce qui frappe à l'observation, Yves-Marie, c'est que, vous l'avez dit, l'Amérique connaît des infrastructures vieillissantes. Nous avons des explosions un peu partout, des trains qui déraillent. 1000 par an, à peu près. 1000 par an. Bon, le territoire est vaste. Oui, le territoire. Nous avons des populations, je vais être accusé de grossophobie, mais qui sont affectées d'obésité. 43% à peu près. Oui. À peu près. Presque la moitié des Américains sont des opioïdes, même quand ce sont des médicaments qui provoquent plus de morts que la guerre du Vietnam. Enfin bref. 2 fois plus. 2 fois plus. 2 fois plus par an. Il y a 100 000 morts à peu près. Il y a eu 55 000 tués au Vietnam, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, c'est dramatique, oui. Mais que se passe-t-il alors? Qu'est-ce qui se passe? Où est l'Amérique qui a pu représenter à l'extérieur le Manifest Destiny? Et puis, ce modèle de l'American Dream. Où est le rêve américain? Est-ce qu'il est devenu un cauchemar? American Nightmare? Il est devenu interdit par l'idéologie des gens au pouvoir. Quand on comprendra ça, écoutez, il y a entre Clinton, qui en a fait 2 fois 4. Oui, Obama qui en a fait 2. Obama qui en a fait 2, ça fait déjà 16 ans. Biden, qui en a volé une et qui est en cours de l'exécution. Oui, volé. Nous allons y revenir aussi. Nous sommes à
25 ans. Et comme le fils Bush n'était pas vraiment un homme qui avait des convictions particulières... Il y a l'euphémisme. Oui, euphémisme, bien sûr. On est à quasiment 30 ans de socialisme, Et son au sens élection, strict du terme. sauf erreur, son élection en Floride Oui, était mais bon, d'accord. controversée. Oui, bien sûr. Un Mais chiffre, enfin, là, d'ailleurs, que- Oui, mais la différence, c'est que, bon, comme ils ont un système électoral complètement obsolète, qui est absurde, Archaïque, même. totalement inadapté au monde moderne, avec le vote électronique, quand on pense qu'un gamin de 15 ans a pu hacker le Pentagone, vous imaginez, le vote électronique, vous appuyez sur un bouton, vous voulez bleu, ça donne rouge, ou vice-versa. Et puis, il y a le vote par correspondance. Il y a quelquefois, à l'intérieur d'un État, il y a des comtés qui ont des règles électorales différentes. Enfin bref. Donc, c'est le pays de tous les pays développés. C'est le pays le plus arriéré de ce point de vue-là. Bon, mais il y a aussi une autre difficulté, c'est que on sait grosso modo que Kennedy a triché à son élection. Ça a été dit. Ah oui, ça c'est officiel, On le sait. historiquement. Oui. On sait que ça a été, disons, compliqué pour le fils Bush, justement, en Floride. Mais, malgré tout, les Américains considéraient que Kennedy était leur président et même que le fils Bush était leur président. Là, la grande différence, c'est que quand Trump est arrivé en 2016, alors qu'il était inattendu, puisqu'il ne venait pas du sérail, on voyait des manifestations aux États-Unis pendant toute la durée de son mandat, de 4 ans. He's not my president. Il n'est pas mon président. Donc c'est quand même la première fois qu'on voit un président qui n'est pas reconnu par l'autre camp sous prétexte que l'autre camp n'a pas... Enfin, c'est la première fois dans l'époque moderne que l'autre camp n'a pas voté pour lui. Et ça, c'est très préoccupant. Enfin, il y a des choses encore plus préoccupantes que ça. Mais nous y viendrons. Georges Clément, vous avez parlé de vol à propos de l'élection. Oui, bah, bien entendu. Bien entendu. Écoutez, là, si on rentre là-dedans, il faudrait... une émission entière, une heure, oui, hein, bien sûr. donc, c'est pas la peine de recommencer, là. Mais ça a été fait, d'ailleurs. Écoutez, on a comment il s'appelait son avocat? Oh, mon Dieu. L'avocat de Giuliani. Giuliani, oui. A eu jusqu'à... Ancien maire de New York. Oui, bien sûr. 3 ou 4 000 témoignages sous affidavit. Alors, sous affidavit, c'est-à-dire qui donnent leur parole, qui s'engagent, et s'ils mentent, et qu'on peut le prouver, ils risquent de la prison. Hein. Il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. D'accord. Eh bien, ils n'ont même pas été regardés par les tribunaux. Ouais. On n'a même pas... Parce qu'ils sont allés devant les tribunaux. Ils en ont fait des centaines de recours. La réponse, c'est non. Vous n'avez pas le standing pour introduire cette cause auprès de nous. Et ça, non seulement dans les tribunaux de base, mais jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui a refusé d'examiner, et en particulier d'examiner le recours du Texas, en tant qu'État, qui, avec 17 autres États, avait posé un recours particulier pour que l'élection soit refaite, du fait qu'il y avait des soupçons, plus que des soupçons, de vol dans certains États et qu'ils ne voulaient pas être engagés avec un nouveau président alors que d'autres États auraient triché. Et que donc ça devenait parfaitement insupportable. Ça a été refusé. Ils n'ont même pas examiné leur recours. Donc on est devant une... Alors, par ailleurs, il y a toute l'analyse statistique. Et là, on rentre dans l'aspect technique. Quand vous regardez les courbes qui sont Trump au-dessus, Biden en dessous, et à l'heure précise, la courbe de Biden fait une verticale, ce qui est impossible statistiquement. C'est pas possible techniquement. Oui, ça n'existe pas. Ça, et qui ensuite reprend la courbe parallèle, donc à peu près... Non. Et s'il n'y avait que... Ça, c'est en Pennsylvanie. Non, en Wisconsin, cette courbe. Mais s'il y avait que ça, et en Géorgie... Où on éteint les lumières, où on dit dans un comté, Fulton County, on dit qu'il y a un dégât des eaux en cours, qu'il faut tout arrêter et on fait sortir tous les observateurs républicains et on reprend immédiatement les comptages et on a les vidéosurveillances. Parce que même les preuves ne servent à rien. On a les vidéosurveillances, je les ai vues des dizaines de fois.
Tout le monde est sorti. Allez hop, on va dessous les tables qui ont des feutres qui pendent. Oui, on sort les valises. On reprend les valises sur les scanners de Dominion. Et on y va. Et Dominion, c'est le système de comptage. Oui. Bon, alors, parce que si on prend ce problème-là aussi, on n'en sort plus. On n'en sort plus. Non, on est devant une situation. Et alors, on a surtout le lapsus de cet arriéré de Biden qui nous a expliqué en septembre, donc avant l'élection, qui était en novembre, mais officiellement, enfin à la télévision. Nous avons le plus grand système de fraude électorale que le monde ait jamais connu. C'est extraordinaire cette phrase. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris ce jour-là? La vérité, les fous, vous savez, ça dit ce que ça sait, ça ne... Il avait fait la même chose avec le gazoduc, hein. Il avait annoncé. Il avait annoncé le gazoduc, oui. Bien sûr. Il a fait une autre chose d'extraordinaire, c'est au CFR. Council of Foreign Relations. Sur l'estrade, il a expliqué comment il était venu en Ukraine, pour apporter une aide votée par le Congrès de 1 milliard de dollars à l'Ukraine. Et il explique, vous comprenez, alors, l'Ukraine avait eu c'est sous Poroshenko, hein, c'est avant. L'Ukraine avait eu un procureur qui, le malheureux, n'a pas compris dans quoi il était tombé. Dans l'affaire du fils Biden. Oui, et qui avait commencé une enquête sérieuse sur Burisma, dont le fils Biden avait été mis au conseil d'administration avec 80 000 $ par mois, non, je cite les choses, et qui s'inquiétait quand même de tout ça et qui faisait une enquête qui commençait à sentir mauvais. Et il a dit, Biden, bien toujours avec cet air détendu, détaché. Ce son of a bitch, doit arrêter son enquête. Alors j'ai dit au président, Zelensky. Poroshenko. C'était encore Poroshenko. Je prends l'avion dans 6 heures. Oui. Si dans 6 heures il n'est pas viré, fired, le milliard, vraiment, je pars avec le crédit. C'est-à-dire que le monsieur, le vice-président, disposait d'un acte législatif d'aide financière, d'aide des contribuables américains, des contribuables, bien sûr, d'aide publique pour faire pression. C'est hallucinant. Mais on est mais alors ça c'est Biden, vous comprenez. Tous les codes. C'est pas que Biden. Non, il n'est pas seul. C'est une culture générale à l'intérieur de cet empire américain. Quand vous voyez, par exemple, que la chancelière allemande, le 4 décembre dernier, dit publiquement, mais sans aucune honte, qu'elle a signé des accords avec, dans l'esprit, la ferme intention de ne pas les respecter. Oui. Alors que son pays était un des 2 garants des accords de Minsk. Vous parlez des accords de Minsk. Les accords de Minsk qui consistaient pour les Ukrainiens russophones à accepter de rester en Ukraine à condition qu'on fédéralise un peu le pays, et en échange de quoi ils rendaient les armes. Bon. Et la France était garante. Absolument. Alors, bon, l'Allemagne, le passage était fait, si j'ose dire. Puis en 1914, déjà, Bethmann Hollweg avait qualifié de chiffon de papier la reconnaissance de la neutralité belge. Mais pour la France, c'est quand même assez inhabituel. Donc, le 20, à peu près 15 jours après, décembre, l'ancien président de la République française, François Hollande, dit oui, bien sûr, mais moi non plus. Moi aussi, j'ai engagé la signature de la France avec l'idée ferme de ne pas la respecter. Alors ici, ça ne fait pas de scandale parce qu'on est à l'intérieur de l'Empire. Mais vous imaginez à l'extérieur, auprès des milliards d'habitants de cette planète, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, il n'y a plus aucune crédibilité à la parole française depuis ce temps-là. Et ça vient s'ajouter d'ailleurs à toute une série de reniements de l'Occident en général, qui signe ce que je pense, vous me direz ce que vous en pensez, le déclin de l'Occident, son effacement et son discrédit. Oui, mais là, mon avis, c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est pas il signe, c'est un affaissement anthropologique et qui date de longtemps et dont je suis désolé, mais la fin de l'Algérie et donc de l'empire colonial. Non, mais je vous entends, et je vous écoute. A commencé à déclencher un effondrement qui, en 68, bien sûr, a été apparent, mais qui, on croyait passager, mais qui s'est incrusté et qui a, depuis, il a d'abord commencé à
dynamiter l'éducation dite nationale, à faire descendre les exigences de compétences. Je me rappelle quand même, les agrégés ont fait assez de bruit là-dessus il y a des années, qu'on a commencé au CAPES à admettre que des gens soient pas reçus, mais enfin c'est un concours, hein, donc, mais admis à enseigner avec des 5 de moyenne dans leur matière. Et que le corps des agrégés s'était insurgé contre cela. Donc on a organisé notre descente aux enfers. Oui. Je parle de la France, mais oui, le problème, c'est que c'est général. Voilà. C'est l'ensemble, Et donc, c'est l'Occident. Voilà. Alors, justement, vous avez évoqué mai 68, vous avez évoqué... Non, mais Alors, c'est je juste voudrais pour dire que comprendre, c'est plus messieurs, ancien. cette fureur idéologique qui s'est emparée, notamment de l'Amérique, à travers le wokisme. Parce que Mme Clinton a qualifié les électeurs de Trump de gens déplorables. Oui, enfin, c'est pire que ça. Nous avons le même mépris antipopuliste outre-Atlantique que celui que nous vivons en Europe, les Sandans de M. Hollande et les Gaulois réfractaires de M. Macron. Simplement, comprendre cette fureur idéologique et ce wokisme qui a saisi l'Amérique, qui est en train de la scinder en deux. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est cet universitaire qui, à la fin d'une prière, nous sommes en milieu protestant, Amen et women. Non, amen. Amen. Il dit Amen. Women. Il termine sa prière. Amen. women. And women. C'est-à-dire qu'en fait, il ne connaît pas la signification du mot Amen, Amen, qui n'a rien à voir bien sûr, avec bien sûr, évidemment. Mais on a eu quelque chose comme ça à Evergreen, enfin, l'université dans l'État de Washington. Ce qui est très préoccupant, parce que ça remonte à déjà assez longtemps, finalement, l'offensive du wokisme. Ce qui est très préoccupant, c'est de voir 3 ans. comment... Oui, officiellement, 3 ans. Oui, officiellement, bien sûr. Oui, c'est le politiquement correct et oui, son parce que ancêtre. Evergreen, je crois que c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça, les drames, les problèmes. Ce qui est embêtant, c'est ces 2 Américains. C'est ça, 2 Américains. Qui s'affrontent au nom de la même religion, mais qui la comprennent de façon totalement contraire, c'est-à-dire la démocratie. On a déjà vu ça en 2020. Au moment de l'éviction de Trump, il y a des gens qui voulaient qu'il parte au nom de la démocratie et d'autres qui voulaient qu'il reste au nom de la démocratie. Voilà. Et les manifestants qui débordent au Capitole veulent sauver la démocratie, tandis que ceux qui leur ont fait le reproche veulent aussi la sauver. Et ce qui est très préoccupant, c'est que 2 ans plus tard, au midterms, alors c'est vrai que les républicains ont récupéré des choses, la preuve, ils peuvent aujourd'hui lancer des enquêtes sur notamment la compromission des GAFAM avec le FBI, le Parti démocrate, etc. N'empêche que globalement... C'est Elon Musk qui les a aidés. Oui, alors Elon Musk les a aidés, bien sûr. Mais il n'y aurait pas quand même de commission parlementaire s'il n'y avait pas eu un peu une reprise de couleur pour les républicains avec les midterms. Mais ce qui est terriblement préoccupant, c'est que globalement, on en reste à peu près à 50-50. Oui, mais alors, pour revenir au midterm... Et donc, ça veut dire, ça veut dire que il n'y a plus d'indécis, il n'y a plus de gens que l'on peut faire basculer avec les arguments que vous avez donnés tout à l'heure en disant oui, mais ils ont triché aux élections, etc. Les positions politiques se sont figées. Tranchées, oui. Elles sont tranchées entre 2 camps qui ne se parlent même plus, puisqu'on voit des gens qui quittent leur État pour aller dans un autre. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc, voilà 2 camps qui sont face à face. Ben oui. Et c'est ça, évidemment, les germes de cette guerre. Et c'est contraire à toute l'histoire américaine. Ah non. Non. Alors, qu'en pensez-vous ? Et la guerre de sécession, la guerre civile, quand oui, même. bien sûr. Si elle n'était pas idéologique, qu'est-ce qu'elle était ? Elle était idéologique. Elle pouvait être économique. Il y avait le Sud était d'accord. libre-échangiste, le Nord protectionniste. Bon, il y avait, c'est vrai. Je rappelle que la question de l'esclavage n'était pas une véritable question. Au départ, puisque quand Lincoln voit que le Sud veut se détacher, Lincoln dit bon, je reviens sur le projet et j'abolirai pas l'esclavage. Mais n'empêche que le Sud part quand même. Oui, parce qu'il y avait un problème constitutionnel. Alors, il y a aussi, et il reste toujours pendant. Oui, mais il y a aussi une mentalité américaine fondatrice, qui est l'esprit confédéral. Quand ces gens-là, les Américains, ont demandé à sortir de l'Empire britannique,
Ils avaient écrit la fameuse déclaration d'indépendance de 1776 en disant, alors c'est tout à fait inspiré de la philosophie de Locke, mais qui elle-même s'inspire en fait de l'exemple américain, l'American Dream dont vous parlez tout à l'heure, en disant il arrive un moment où des gens trouvent un intérêt à vivre ensemble, il arrive un moment où s'ils ne trouvent plus intérêt à vivre ensemble, ils ont le droit de sortir. Et donc nous demandons à quitter l'Empire britannique. Le Sud fait la même chose. Il arrive un moment où nous n'avons plus d'intérêt à vivre avec vous, et c'est d'ailleurs le nom qu'ils se donnent, ce sont les États confédérés. Et en fait, l'Amérique, dans son histoire, se prend les pieds dans le tapis, parce que là, Lincoln refuse, en fait, au Sud, ce droit à la sécession. Donc, il rend l'État américain dominateur, et ce qu'ils appellent le big government. Voilà, ce que détestait l'Amérique. Ce que détestait l'Amérique. En général, et qui continue d'ailleurs. Bien sûr. Alors c'est la seule chose qui les unit. Vous avez dit à juste titre qu'au début, Lincoln n'est pas pour l'abolition de l'esclavage. Mais savez-vous qu'il considérait que le libre-échange est absolument identifiable à l'esclavagisme? Oui. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Ça pourrait peut-être donner à réfléchir à nos partisans d'un libre-échange absolu. Oui, parce que ce libéralisme économique justifiait évidemment l'esclavage. Et un économiste américain avait même évoqué le fait que la valeur des esclaves, l'ensemble des esclaves du Sud, était de 50% supérieure à l'ensemble des infrastructures ferroviaires et industrielles du Nord. C'est monstrueux. C'est assez monstrueux. C'est monstrueux d'abord d'avoir pensé ça, surtout. Bien sûr. Économiquement, je ne suis pas certain que c'était... Oui, ça fait partie des... Vous savez, le drame des intellectuels, c'est qu'ils veuleux faire des études sur tout. Je le dis franchement. On arrête de faire des études. Actuellement, vous n'avez qu'à regarder les actualités. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait une étude, mais farfelue. Écoutez, la dernière, c'est quand même celle de la Norvège, qui, la semaine dernière, a débloqué 1 million d'euros, je crois, ils sont à l'euro, ou s'ils ne sont pas de leur monnaie, peu importe, pour faire une étude sur l'effet de la peinture blanche sur la dissémination du racisme. Oui, alors et c'est une étude. Non, mais écoutez, non, mais moi, les études qui ne veulent rien dire m'embêtent. Oui, vous savez, c'est Pierre Dac qui disait « Je vais faire une thèse sur la taille, le poids et des séminaristes dans le Bourbonnais au XIVe siècle. » Mais le pire, c'est qu'ils se prennent au sérieux, ces gens du CNRS. C'est pas une blague, c'est pas Pierre Dac. C'est gravissime. Oui. Vous avez parlé de Evergreen, mais à Georgetown, il se passe des choses quand même incroyables. Tous doivent suivre des cours de remise à niveau biologique. Oui, bien sûr. Ça vous fait penser à quoi, ça? Mais c'est les camps de rééducation. Mais attendez, alors justement, depuis tout à l'heure, nous parlons, qu'est-ce qui leur arrive? Mais il arrive que l'idéologie qu'on appelle mondialiste, mais qui est du marxisme transféré et modernisé, avec tout son côté dictatorial, dictature du prolétariat, mais là c'est dictature des minorités, veut transformer les vrais humains en ce que eux pensent être un véritable humain, à leur sauce. Et on est là devant une volonté violente de modifier la nature humaine et les groupes. Le problème du blanc qu'on doit réduire, c'est parce que dans leur tête, il fait groupe. C'est vrai d'ailleurs, ça c'est naturel en plus. Les bisons font groupe entre eux. Bon, on ne peut pas leur reprocher de ne pas aller dans les hardes de cerf. Mais il y a des loups solitaires. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une volonté réellement de manipulation anthropologique. C'est vrai. Et ça les rend d'abord hystériques, furieux, et quand ils ont le pouvoir, criminels. Et on est en plein... Alors, pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, vous avez quand même... Qu'est-ce que c'est qu'un pionnier? Celui du 19e et 18e. C'est quelqu'un qui a quitté l'Europe, parce qu'en Europe, il y avait des structures de contrôle, des sociétés très lourdes. Et ça, c'est l'American Dream. Donc. Oui, l'American Dream. Et la frontière. Qui voulait devenir... La frontière, c'est un fait. Après, c'est repoussé. Mais vous avez des lettres du 18e de Français. L'Âge d'Homme avait publié celle de Saint John, je ne sais pas quoi. J'ai plus son nom de famille. Le fermier était dans la souveraineté absolue. Il était la souveraineté de ses terres et de son autarcie économique.
C'est ce que chante Dean Martin. My rifle, my pony and me. Je crois pas que ce soit pas Dean Martin, mais ça fait rien. Si, c'est dans Rio Bravo. Rio Bravo, c'est Dean Martin. Peu importe. My rifle, my pony and me. Oui, oui. Mais, non, mais là, je parle du fermier. Il a une famille, c'est un peuple. Oui. Bon, c'est ça leur truc. Oui. Et ils ne sont pas partis et ils n'ont pas fondé cela. Et au travers d'épreuves considérables, hein. Oui. Bon, parce que ça, c'est encore, c'était des épreuves, hein. Physiques, c'était le monde sauvage. Moi, je vois ça avec ce qui s'est passé en Algérie, hein, où au XIXe siècle, les hyènes étaient autour des réservoirs la nuit. Il y avait, non, mais ce sont des peuples qui se sont fondés sur l'affrontement au sauvage. Mais au sauvage au sens vrai du terme, c'est-à-dire qui vient de la Silva, n'est-ce pas? Pas le sauvage. Ça. Non. Et ces gens-là ont acquis leur indépendance, et pas seulement leur autonomie, dans leur tête. Et cette indépendance, ils la défendent comme tout peuple indépendant défend la sienne. Les armes à la main. Alors. Et là, actuellement, vous avez une arrivée de cette... Comment on a fabriqué cette jeunesse, ça c'est une autre question. De ces 18 ans, enfin de ces milléniums, qui sont des hystériques et des violents. Mais ça, et là, on y va un problème. La violence, sur la violence peut-être. Alors oui, je pense que ce qui est très préoccupant, c'est que ça n'est pas seulement une violence conjoncturelle. Tout à fait. C'est dû aux outils. Quand vos réseaux sociaux vous enferment dans un silo catégoriel. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par Facebook, c'est-à-dire quand vous vous intéressez à un sujet, Facebook va vous susciter d'autres... Mais à chaque fois, ce sera les mêmes sujets. Donc en fait, chacun s'enferme dans une identité, perd de vue complètement non seulement l'universalité, mais même le dialogue. C'est pour ça que ces gens-là, entre républicains et démocrates, ne veulent même plus s'adresser la parole. C'est-à-dire que pour un démocrate, un républicain est un fou qu'il faudrait tuer, voilà. Et pour un républicain, le démocrate est quelqu'un d'incompréhensible qui... Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, oui. En fait, il y a une bipolarisation de la société, mais qui est extrêmement grave, parce que c'est pas dû que à la conjoncture, c'est dû aussi au mode de... Voilà, ça devient structurel. Et Antoine Delacroix parle de guerre civile à feu doux. Mais non, mais c'est pas à feu doux du tout. Alors, il y a des morts. Oui, enfin, je veux dire... Si vous la comparez à la guerre de sécession, on est d'accord, il n'y a pas deux armées. Mais la guerre civile n'est pas ça. Vous avez des morts, vous avez des gens tués, et par les antifas qui tuent. On a des procès innombrables. Non, là, je crois qu'on est à la guerre civile. Mais pas à la guerre civile. Non, parce que vous voyez tous une guerre civile organisée. Mais je suis désolé, la France était en guerre civile à la Libération. Nous, en Algérie, nous avons vécu une guerre civile. Ce qui peut faire peur, c'est, à la prochaine présidentielle, par exemple, imaginons, ce qui n'est pas du tout improbable, un retour de Donald Trump aux affaires. Il est très peu probable, là pour le coup, que le camp démocrate laisse faire. Et on peut très bien imaginer... Pour le coup, là, un déchaînement de violence nourri par le fait que les ventes d'armes ont explosé de 500%. C'est fait déjà aux États-Unis. Et donc, ils ont leurs armes. Des gens qui n'en avaient pas, même si c'est un devoir pour un Américain d'avoir une arme. Parce que là encore, s'il faut défendre la Constitution, ça n'a rien à voir avec notre mentalité. Et soi-même. Ça n'a rien à voir avec notre mentalité, disons, européenne. Et donc, ils sont tous surarmés. Et on peut imaginer qu'un jour, ils cherchent, ils se résolvent même à s'en servir. Mais attendez, est-ce un mal de se résoudre à combattre pour sa liberté? Non, non, mais c'est très important, parce que chaque fois qu'on aborde ce problème, on voit ça comme une catastrophe. Moi, je ne suis pas certain. Aujourd'hui, je dis que le monde tel que nous le voyons, y compris économique d'ailleurs, il y a des questions qui se posent sur « faut-il sauver les banques ?» Non. Mais elle se pose réellement, parce qu'il n'est plus possible de continuer avec un effondrement
qui touche au transhumanisme, qui touche à l'hystérie de non-appartenance, etc. Parce que, après tout, nous avons aussi des enfants et des petits-enfants, et que nous ne sommes pas des êtres absolument transparents, désincarnés. Et donc, il est temps de dire, ce monde-là, il faut qu'il s'effondre. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, pour revenir à ça, ils ont bien sûr le droit constitutionnel, et c'est bien pour ça qu'ils veulent détruire la Constitution de l'autre côté, le droit constitutionnel d'avoir des armes. Même un devoir, quasiment. Enfin, mais attendez, c'était un devoir. C'est ressenti comme un devoir. Mais mettons-nous à la place du rancher. Du 18e ou du 17e. Il s'installe dans le monde sauvage, au sens alors le plus total du terme, en plus les tribus indiennes, qui n'étaient quand même pas toutes des gens sympas. S'il n'a pas d'armes, il est mort, lui et sa famille. Donc c'est un devoir, de ce point de vue-là, humain. Donc ils ont ce droit et ce devoir. Et on dit, oui, mais ça serait une catastrophe, ils s'en servaient. Mais attendez, mais ils s'en servaient pourquoi? Ils s'en servent parce qu'ils ne veulent pas que leur fille devienne un homme, ils ne veulent pas que leur fils devienne une femme, ils ne veulent pas... Non, mais ce sont des problèmes existentiels. Oui, mais ce n'était pas le fond, je pense, du débat. Enfin, on est l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique est au bord de la guerre civile. Oui, elle est au bord, donc vous voyez bien qu'elle n'y est pas encore. Oui, mais attendez, on est d'accord, parce que je sais bien que tous ceux qui nous écoutent ne voient la guerre civile que sous des formes passé, organique. Toujours. Oui, toujours. Sûr. La guerre d'Espagne, par exemple. Oui, oui, mais la guerre d'Espagne, c'était un jour où il y avait l'armée organisée qui refusait la République. Mais venons-en à cette armée. Justement, oui, l'armée américaine. Mais on n'y est pas, justement, à cause de ça. Parce que l'armée ne s'est pas décidée. Alors, le complexe militaro-industriel, on a beaucoup voulu à Trump de ne pas avoir engagé de guerre. Ça faisait tellement longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais l'armée, elle peut être quand même en grande partie trumpiste, pour le coup. Donc il peut y avoir des divisions. Pour l'instant, elles ne se manifestent pas. Non. Les armées de l'Empire sont dans des démarches, notamment contre la Russie, etc., voire contre la Chine, disons, des préparations. Bon. Donc ça, c'est déjà un premier problème. C'est-à-dire que... en cas de déclenchement réel d'hostilité, mais réel, où tout serait ingouvernable, sachant que les États n'ont plus la possibilité, d'ailleurs ça leur a été refusé justement en 1861 de faire sécession, mais souvenez-vous que c'était quoi l'été dernier, le Texas, enfin le Parti républicain. Au Texas, on a parlé. On a parlé de faire sécession. Pas parlé, il y a eu des motions, il y a eu des... Oui. Non, parce qu'ils ont un système constitutionnel, pour le coup, au Texas, qui prévoit la sécession. Et donc, ils l'ont engagé dans les formes institutionnelles texanes. Donc, ce n'est pas parler, c'est des votes. Il y a eu déjà 2 votes. Et je vous signale que ailleurs, l'Idaho devient le grand Idaho par la sécession des comtés d'Oregon qui lui sont frontaliers. Il y a eu vote à l'Idaho d'accepter la sécession de comtés de l'Oregon si ces comtés votaient pour. Il y a eu les votes dans les 2 ou 3 comtés de l'Oregon en question qui sont frontaliers de l'Idaho et qu'ils en sont maintenant à la dernière démarche, et ça dure depuis 2 ans, et ils en sont à la dernière démarche qui est l'acceptation par l'Idaho de la sécession de ces comtés de l'Oregon. Donc, la démarche existe. Elle n'est pas interdite. Hein. Eux utilisent une démarche qui permet, dans la Constitution et même dans les habitudes constitutionnelles américaines, par des votes, évidemment, hein, de se séparer d'un État dans lequel on ne se sent pas en tant que corps constitué, en tant que division territoriale, c'est-à-dire le comté est une division territoriale. Donc ça n'est pas faire cession des États-Unis, ça. Non. C'est sécession de l'Oregon. Oui, mais attendez, réfléchissons. Des sécessions par affinité. Mais c'est une sécession. Bien sûr. C'est une sécession fiscale, économique, philosophique et spirituelle. Bon, et alors, la Californie vit le même phénomène, dans l'autre sens, c'est-à-dire que la Californie a 2 sécessions en cours. Une part, l'émigration
de beaucoup de ses membres. C'est 200 000 par an, quand même. Ouais. C'est pas rien. Oui, quand même. Qui vont... Ils vont au Texas. Ils vont au Texas, oui. Il y en a qui vont allés au Texas. à Austin, oui, mais il y en a qui sont allés en Idaho aussi. Bon, enfin, bref. Mais beaucoup au Texas. Bon. Mais ils ont en même temps une sécession de comtés à l'intérieur d'eux-mêmes qui ne sont pas des comtés frontaliers avec un autre État, donc ils sont coincés et ils se sont appelés la Nouvelle-Californie. Et il y en a deux. Il y a le comté d'Orange, je crois, l'Orange County, et puis il y en a un autre. Je n'ai plus son nom en tête, mais ça n'a pas d'importance, c'est en cours. Donc, la situation de sécession, alors après vous avez les États qui font sécession par le fait même de leur politique intérieure. On parlait de DeSantis et de la Floride. En Floride. La Floride est en sécession quasiment. Je m'explique. La Floride interdit sur son sol la politique fédérale de sanitaire. Oui. Bon, mais interdit. C'est-à-dire, c'est pas simplement on la fait pas. Non, c'est interdit. Si vous acceptez pas dans vos entreprises un Floridien qui veut ne pas mettre de masque et que vous voulez l'obliger, vous allez payer une amende et une astreinte quotidienne importante. Ils viennent de déposséder Disney. Alors ça, c'est sur le terrain du wokisme. Déposséder Disney de leur... Disney avait sur le territoire qui l'entourait une espèce de pouvoir politique, administratif. Je ne sais pas comment le qualifier, car c'était corporel. Enfin, c'était une corporation. Oui, un peu féodal. Mais oui, c'est ça, c'était pas loin. Et là, ils viennent par la législature de Floride de voter pour reprendre tous les pouvoirs de l'État de Floride sur les terrains concernés. C'est à Orlando. C'est ça? Oui, Orlando, oui. Ça s'est passé il y a 10 jours. Hein. Bon, ils interdisent par ailleurs tous les enseignements dans les universités et écoles publiques. De la théorie critique raciale, je la traduis comme ça, mais bon, qui est une espèce d'endoctrinement dans les écoles officielles aux États-Unis, où le blanc est un sous-homme, hein, et n'a plus l'autre. Mais ça a été un sous-homme qui a fait beaucoup de mal dans le passé. Enfin bref, c'est à la fois culpabilisant et en même temps dévalorisant. Et c'est enseigné. Ça a été interdit. Ça a été interdit aussi. D'autres. Enfin, ils font une politique de coupure avec l'État fédéral. En pratique, il y a un moment où l'État fédéral, s'il veut... Alors, il lui reste l'arrivée en Floride, c'est-à-dire l'immigration. Bon. Ceci dit, maintenant, il y a des zones où les États, je pense au Texas, il n'est pas frontalier avec la Floride, mais enfin quand même, non, pas du tout. Mais pas loin, il n'y a que la Louisiane entre les deux. Hein. Et l'Alabama. Le Tennessee aussi. Ah non. Mais non, pardon, j'ai pensé à l'Alabama. Non, Alabama, il y a une bande là. Louisiane, Alabama, Louisiane. Voilà. Mais, et Oklahoma. Pardon? Et l'Oklahoma aussi. Non, mais monsieur, là, je parlais au golfe du Mexique. Mais si vous montez sur 17 États jusqu'au Montana, vous n'avez pas de passe vaccinal. C'est-à-dire qu'ils peuvent voyager sans être embêtés, alors que si vous allez à New York, si vous allez en Californie ou dans d'autres... Bon. Donc ça, ce sont des sécessions. La question est de savoir... Il arrivera un moment, il y aura un conflit de force. Et ça ne sera pas la question est de savoir quelle est la forme que peut prendre ce conflit. Parce que, est-ce que ça se passera d'État à État? Il y aura tout. Ou est-ce que des États eux-mêmes exploseront? Parce que ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est presque des transferts de population. Oui, c'est ça, oui. Il y a des gens qui habitaient à New York et qui viennent habiter en Floride parce que leur vie n'est plus tolérable et ils ne peuvent plus discuter avec des démocrates. Donc ils vont dans un État républicain où là ils se sentent mieux, ils se sentent chez eux. Donc la question c'est ça, c'est est-ce qu'il va arriver un moment où il y aura des États qui seront étrangers les uns aux autres. Oui, mais plus identifiés, j'en suis sûr. Plus identifiés chacun à leur manière. Alors c'est très intéressant parce que l'Amérique a toujours été un pays de mobilité dans l'espace. Et or, c'est pour la première fois, nous avons une mobilité qui est d'ordre idéologique. Qui n'est plus professionnelle, qui est d'ordre idéologique. Parce que l'idéologie qu'on a cru morte en 89 n'était pas morte. Elle s'est transformée. Et là où elle était peu émergente, les États-Unis, elle était peu émergente. Il y a toujours eu Ayers, etc. Maintenant, c'est devenu le point de fixation, au contraire. Oui, c'est vrai. Alors, je reviens sur le wokisme et sur la fureur idéologique qui s'empare de l'Amérique.
Ce fameux wokisme, c'est tout simplement aussi, vous avez parlé de marxisme, c'est vrai, mais c'est un post-protestantisme aussi, en ce sens qu'il est puritain, dans un pays qui a toujours été un pays religieux, et qui invente de nouveaux péchés. Tous les péchés actuels, c'est justement le racisme, les atteintes à l'environnement, l'homophobie, la grossophobie, la transphobie. Enfin, bon, il y a toute une cagophobe. Hein, il y a une cagophobe. Très bien, la cagophobe. J'en suis pas l'auteur. Et alors, on voit une partie des protestants ont basculé chez les évangéliques, ou chez les catholiques d'ailleurs. Et puis, l'autre partie, alors c'est le wokisme. Oui, avec une église LGBT, voilà, c'est ça. qui a en même temps tous les attributs des prêtres, au sens vestimentaire, etc. Mais très curieusement, ça s'observe, vous me confirmerez la chose, sur le plan électoral, une partie des Afro-Américains et des Hispaniques non, les hispaniques, c'est sûr. Ne se satisfont pas du tout du wokisme. Mais ils ont voté Trump, ils votent. Non, alors attendez, il faut réagir. Non, parce que pour les Trump, c'est la spécialité de monsieur. Oui. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est les Noirs américains. Oui. Parce qu'il y a énormément d'Africains qui ont immigré et qui troublent le lot, là, parce qu'on ne sait plus. Bon, on commencé par Obama. Lui, c'est un métis. Oui, c'est un métis, oui. La plupart des Afro-Américains sont métis. Il y avait 30% des Noirs américains qui étaient plutôt pro-Trump aux dernières élections. On le sait. Ça veut dire quand même 70% restent dans les mains de Sharpton, le pasteur, le pasteur de gauche, d'extrême gauche. Pour les latinos américains, ça, c'est beaucoup plus flagrant. Parce qu'en effet, ils ont compris que c'est la société que représentent Trump ou DeSantis, les républicains, mais pas tous non plus, pas tous les républicains. Bon, c'est ça que je suis prudent là-dessus, qui est humaine et qui est proche d'eux. Oui. Et alors, en Floride, c'est particulier, parce que là, en plus, ce sont les Cubains exilés. Donc là, on a en plus un niveau idéologique de refus de la société anticommuniste. Mais quand même, et alors là, oui, il y a une évolution de la population d'origine d'Amérique du Sud, quelle que soit, ou d'Amérique du Nord, si c'est une partie du Mexicain qui sont partis, elles sont... pour les républicains actuellement. Voilà, ça c'est sûr. Alors, mais ça c'est une évolution qui me paraît aller dans le même sens que ceux dont nous parlons. Il y a aux États-Unis en ce moment une fracture de l'ordre des plaques tectoniques qui est en cours et que personne n'arrêtera. Alors justement. Donc la seule question maintenant pour eux, c'est est-ce qu'on se sauve en faisant ce qu'il faut pour être sauvé ou est-ce qu'on meurt? C'est ça la question. Mais on ne peut plus apaiser. Par rapport à cette guerre civile que vous évoquez... on ne peut pas sauver... Oui, excusez-moi. Par rapport à cette guerre civile que vous évoquez, vous avez effleuré la question de son déclenchement. Est-ce qu'une défaite, enfin un échec en Ukraine de l'Amérique, par exemple, pourrait entraîner un déclenchement? On sait que l'opinion américaine s'intéresse peu à la politique étrangère. Non, ça c'est pas vrai. En ce moment, c'est pas vrai. Si vous prenez justement les hommes politiques dont nous parlons, nous avons sur l'Ukraine. Mais l'opinion. Non, mais l'opinion. Alors, laquelle oui, mais c'est ça la question. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la vôtre maintenant. Mais si vous prenez les partisans de Trump, mais aussi les républicains, parce que maintenant ils hésitent avec DeSantis, parfois. Les dernières élections du CEPAC, qui est donc la dernière réunion conservatrice qui a eu lieu, ils font ce qu'ils appellent des straw polls, c'est-à-dire des votes blancs. Voilà, sur Trump est à 62% choisi et Ronald DeSantis à 20%. Bon. Donc l'écart est là quand même. Bon, alors ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas. Je ne le souhaite pas. Non, mais là, je dis ça, vu de l'extérieur. Vraiment, ce n'est pas le moment de lancer une bataille d'hommes quand le Titanic est en train de couler. Il faut qu'ils soient attelés tous les deux à la même chose. Mais actuellement, ils ont tous fait
des déclarations. Le général Flynn a fait une déclaration extraordinaire d'une simplicité sur Twitter. Je ne comprends même pas pourquoi on serait opposé à ce que fait la Russie de Vladimir Poutine, puisque nous partageons avec lui l'aspect spirituel, la notion de souveraineté et la notion... Ce qui donne bien à cette guerre un caractère de guerre de civilisation. Oui, totalement, bien sûr. totalement. Et c'est tout à fait le discours de Poutine. Mais c'est d'ailleurs son exactement, discours. exactement. Et Trump a fait une déclaration, c'est hier ou avant-hier, mais il en a fait plusieurs, du même type, plus prudente que Flynn. Bon, Flynn, il s'en fout, il ne va pas se présenter aux élections. Peu prudent. Et alors, DeSantis en a fait une hier. Il a répondu à Tucker Carlson, qui a fait un questionnement des hommes politiques, où il a dit la même chose. L'affaire d'Ukraine est une affaire territoriale de l'Est de l'Europe. Elle ne concerne pas les États-Unis, etc., etc. Je peux vous la... Oui, mais alors, est-ce qu'un retrait... L'histoire, elle est claire, c'est très marqué. Mais est-ce qu'un nouveau retrait américain de la crise ukrainienne n'aurait pas les mêmes effets que le retrait de l'Afghanistan, qui était catastrophique? Pour qui? Pour les Américains. Ah non, alors, l'histoire de l'Afghanistan, je suis désolé, ils ont empêché Trump de retirer en ordre les troupes quand il était au pouvoir et qu'il l'a demandé. Les généraux ont dit on n'obéira pas, comme en Syrie. Il a donné l'ordre de retirer les troupes de Syrie, et il y a des gens qui se vantent maintenant, des représentants de l'État, militaires ou non, qui disent on n'obéit pas, on n'a rien fait, on a fait semblant et on l'a pas fait. Ouais. Donc, mais de toute façon, les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que l'Amérique n'a pas besoin de gagner ces guerres-là. Eisenhower nous avait prévenu, il y a un lobby militaro-américain, comme il appelait ça, le lobby militaro-industriel, qui avait intérêt à voir l'Amérique s'engager et déclencher des guerres un peu partout dans le monde. L'issue, peu importe. Mais on s'en fiche de l'issue. C'est la dépense. Voilà, parce qu'elle a duré 20 ans, cette guerre. Donc, elle a nourri l'appareil militaro-industriel américain. Qu'est-ce que ça peut faire que l'Amérique soit en Afghanistan? Bon, en Irak, elle y est d'une autre manière. De toute façon, elle est en Arabie, donc... mais c'est la même chose. Et on pourrait presque dire, alors bien sûr qu'il y avait la théorie des dominos avec le Vietnam, bon, donc il y avait quand même quelque chose d'idéologique. Mais à la limite, qu'est-ce que ça peut faire que l'Amérique ait perdu au Vietnam pendant 10 ans, à peu près, on va dire 65-73, pendant la grosse période, quoi, les 500 000 soldats présents sur le terrain. Pendant 10 ans, le complexe militaro-industriel a tourné. L'Ukraine, c'est pas pareil. Ça engage quand même la crédibilité de l'Empire, enfin du protecteur américain, et notamment vis-à-vis des pays qui se sentent menacés par la Chine aujourd'hui. Attendez, alors on parle plein d'Ukraine, vous parlez de la Chine. Si l'Amérique laisse tomber la question ukrainienne, effectivement, elle aurait des raisons de le faire, de laisser tomber. On peut craindre que des gens qui sont à Taïwan ou autre, ou ailleurs, parce que Taïwan, c'est la Chine, qu'on le veuille ou pas, c'est politique, la séparation entre Taïwan et la Chine. Quand j'étais enfant, on disait la Chine nationaliste, la Chine populaire. Ah, oui, sûr. Oui, non, mais c'est parce qu'on a baptisé Formose. Chine nationaliste. Formose, Chine, parce que Chiang Kai-shek s'y est réfugié. S'y est installé, voilà. Et donc, il a fait... En octobre il a récupéré, au fond, au Conseil de sécurité de l'ONU, la représentation de la Chine, et donc il s'est appelé la Chine nationale. Voilà, et qu'il a perdu avec Nixon. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les alliés tous les tributaires, on va presque dire, de l'Empire américain devant les côtes chinoises, puisque la Chine est un pays confiné, y compris le Vietnam, qui est devenu un allié, est extraordinaire pour nos générations de voir ce retournement, qui est un retournement logique, un allié des Américains contre les appétits de la Chine. Il y a eu une guerre entre la Chine et le Vietnam. Il y a eu une guerre il y a très longtemps, en 1979, quelque chose comme ça, qui est d'ailleurs assez piteuse pour la Chine, parce qu'elle a perdu beaucoup d'hommes. Mais là, il y a la crédibilité de l'Amérique qui est en jeu. Et puis alors, il y a un deuxième problème, c'est quand on est dans l'opposition aux États-Unis aujourd'hui, on peut dire non, mais cette guerre en Ukraine n'a absolument aucun sens.
Quand vous arrivez ensuite au pouvoir et que vous savez qu'il y a au moins 30% des terres qui appartiennent à des entreprises américaines, qu'il y avait une implication économique extrêmement importante des États-Unis dans ce pays-là, il y a aussi l'idée que, à terme, en dépit des apparences, le vrai adversaire de l'Amérique n'est pas la Chine, mais la Russie avec toutes ses ressources. Cette espèce de gigantesque... C'est un gibier. Non, mais attendez. Peu importe la définition. Si, c'est important. Pour moi, un adversaire, c'est un adversaire. Il me fait prendre des risques. Yves-Marie est en train de remettre en cause la thèse de cet auteur anglo-saxon sur le piège de Thucydide. À savoir que l'ennemi véritable de l'Amérique serait la Chine. Mon interlocuteur sur ce même plateau me disait non, pas du tout, le piège de Thucydide est un piège anglo-saxon qui veut nous faire croire que l'ennemi c'est la Chine, mais la Chine n'a aucun caractère culturel qui intéresse l'Amérique et n'a pas de ressources. Matière première. Enfin, pas tellement. Charbon, terre rare. Le charbon lithium. Attendez. Le lithium dont quand ils veulent nous supprimer les voitures thermiques bien sûr, est à 90% en Chine. Oui, mais parce qu'ils ont la manœuvre pour le faire. Je ferme la parenthèse. N'oubliez pas les extraordinaires ressources de la Russie. Il s'agit que le Heartland, c'est le Heartland. Et à la limite, si vous voulez, la Chine, c'est le Rimland. Comme l'Europe l'était. C'est des mots d'intellectuels. C'est pas des mots d'intellectuels. Non, je vais vous dire. C'est de savoir si... C'est pas mon avis. Non, mais la guerre qui se déroule actuellement, c'est pas contre la Chine que je sache. C'est contre la Russie. Mais c'est pas toute l'Amérique qui est là. Je crois que justement, ce qui se passe depuis que Trump a été élu en 2016, c'est qu'il a fait des discours extraordinaires sur la souveraineté à l'ONU, etc. Parce qu'en plus, sur ce terrain-là, c'était des discours solides. Ne veut plus de ces aventures extérieures. Mais n'en veut plus. Ça fait partie réellement. Ils disent, mais pourquoi on a des soldats ailleurs? Alors ailleurs, on en a en Syrie, on en a encore ailleurs. Et aux frontières des États-Unis, on laisse rentrer le monde et on n'a pas de frontières. Donc, je crois que... Et on revient à la guerre civile. Mais elle est là, parce que là, on est dans le fond du fond. Les 30% de terres qui appartiendraient, alors je crois que c'est vrai, ils ont aux firmes américaines, Monsanto, Cargill. Les Américains qui s'expriment dans ce domaine, qui sont militants à droite, s'en foutent. Ah oui, ça c'est vrai, bien sûr. Complètement. C'est pour ça que je parle. Et s'ils font faillite, ils font faillite. On s'en fout. Oui, je parle du point de vue de la Maison-Blanche une fois. Quelle Maison-Blanche? Et là, on revient en ce moment sur le mot utilisé partout aux États-Unis quand on n'est pas démocrate, c'est le régime Biden. Oui. Parce qu'on ne dit pas la Maison-Blanche, on dit le régime Biden. Alors, je crois que ça aussi, c'est un élément rhétorique, sémantique complet. Largement avancé sur ce sujet. Je voudrais conclure, malgré tout, sur quelque chose qui concerne le peuple américain, les Américains eux-mêmes. C'est qu'ils sont en très très mauvaise santé. On constate une baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Oui, on constate des overdoses d'opioïdes très nombreux. L'obésité fait des ravages. Bon, nous le savons. 40% des adultes américains sont considérés comme obèses. Vous savez que dans la crise du Covid, disons que l'embonpoint pouvait être un facteur pour aggraver cette pathologie. Donc nous avons une population qui est en mauvais état, qui n'est plus le reflet du développement, finalement. Il y a des caractères de pays en voie de développement. Est-ce que ça ne peut pas freiner aussi les ambitions de tous ordres un pays qui... L'ambition impériale, vous voulez dire? Oui, parce que l'armée, par exemple, a des problèmes de recrutement. Oui. Beaucoup de Mais l'armée est jeunes... dans un très mauvais état au niveau personnel. Moi, je me rappelle on a été invité en 2017 aux commémorations du 6 juin à Omaha Beach. Et on était avec nos amis et on a regardé les soldats américains qui étaient là pour y participer. Les jeunes, soldats. Je parle des soldats. Oui, je parle pas des officiers. Les officiers avaient belle allure. Non, les soldats. C'était une catastrophe. Ouais. Mais ce qui fait leur puissance, c'est la puissance de feu, plus que la vertu guerrière. Ah, mais attendez, là on voit en Ukraine que si vous n'avez pas l'infanterie, et une infanterie, le mort aux dents, même si vous avez une puissance de feu, ça ne sert pas à grand-chose. Et les Russes le montrent en ce moment. Parce que
s'ils n'avaient pas les soldats, alors pas seulement de Wagner, ils ont aussi leur armée régulière, de Kupiansk. Oui, n'empêche qu'ils ont une supériorité d'artillerie colossale. Un petit mot chacun pour la conclusion, quoique ce soit tout à fait provisoire, puisque nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet. Alors, Georges Clément, un mot, un seul, deux mots. Oui, en deux mots. Moi, je vis cela, parce que je suis honnête, je ne veux pas être qu'observateur, je suis aussi concerné et sujet de l'histoire. Peut-être aussi parce que j'ai été sujet de l'histoire de France il y a Alors justement, vous venez de publier votre dernier... Ah oui, c'est vous. Alors, d'accord, oui. Dites-moi en deux mots. Bon, aussi, toujours deux mots. Deux mots, oui, parce que là, sinon, il faut... oui, j'ai publié mon dernier... Alors, parmi les romans que j'ai écrits, il y en a 4 qui font partie d'un cycle qui s'appelle Les Indésirables. Et le 5e a été, et le dernier d'ailleurs, vient d'être édité. Voilà. Chez chez Academia Édition. Voilà. Le titre Pardon ? Le titre, Les Indésirables. Alors, non, Les Indésirables, c'est le cycle. Là, le titre, c'est Lewandowski. Oui, c'est un nom polonais. Oui. Des notables et des hommes. D'accord. Ce n'est pas des souris et des hommes. Ah non, ça n'a rien à voir. Oui. Yves-Marie, vous avez publié aussi de nombreux ouvrages. Je crois que vous en êtes à plus d'une trentaine. 40. 40, pardon, excusez-moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il est productif. Ce que je pense, pour rester sur ce sujet de l'Amérique, la question maintenant, c'est après-demain. Alors, demain, on se demande dans quelle mesure le pays ne va pas entrer en implosion, d'une guerre civile, bon, qu'est-ce que ça deviendra, etc. Maintenant, regardons les choses encore un peu plus loin. Quel impact aurait sur le monde un affaiblissement? Parce que naturellement, ça absolument, il y a d'abord un affaiblissement. Et quel impact ça aurait sur l'équilibre du monde? Parce que cela nous plaise ou non, le fait que l'Amérique servait un peu de gendarme, au moins tenait sous la marmite un certain nombre de feux dans d'autres endroits du monde. Et si cet empire devait subir des revers, et d'abord s'écrouler sur lui-même, si on peut dire, cette puissance devait s'écrouler sur elle-même, prise dans ses propres contradictions, etc., qu'adviendrait-il de beaucoup d'autres régions du monde? Je pense à la Serbie, au Kosovo, ou l'arbitraire américain, car c'était un arbitraire, évidemment, à régler la question, mais bon, au moins, il y a une sorte d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un équilibre juste ou juste, peu importe, il n'y a pas de jugement moral. Mais bombarder Belgrade pendant 3 semaines. Oui, pendant 73 jours. Oui, plus que ça, oui. Et puis rendre les Serbes du Kosovo. Et d'avoir inventé un État qui n'est pas reconnu à l'ONU, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, moral ou pas, il est possible que cet ébranlement de l'Amérique, s'il arrive... il arrivera d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, en fait, provoque un ébranlement planétaire. Oui. Mais je vais vous dire... Il a déjà commencé. Et ce qui m'inquiéterait le plus, ça serait que la partie woke de l'Amérique, pour simplifier, prenne le pouvoir définitivement sur la totalité des activités américaines, transforme chaque Américain en ce qui est déjà un peu le cas des petits sujets de leur puissance, avec des réglementations qui leur enlèvent toute liberté, etc., etc., et que donc on ait une puissance nucléaire qui soit hostile à tout ce qui reste de souveraineté et d'humanisme. Oui, alors c'est une vision pessimiste. Oui. À mon avis, le wokisme, c'est d'abord une pathologie grave. Mais oui, mais c'est une pathologie... attendez, et le communisme, c'était quoi? Il s'est effondré sur lui-même. Et le wokisme s'effondrera probablement sur lui-même. Et n'oubliez pas, le reste du monde n'est pas woke. Non, alors le wokisme, pas les manants qui sont sur la... Non, mais ceux qui jouent derrière, et les corporations, les grandes entreprises qui viennent... Oui, j'ai l'habitude. On a eu là, les chiffres hier du financement de dizaines de milliards faits par les entreprises. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est 62 milliards, je crois. Pour financer toutes les activités qui touchent à l'édition, qui touchent à l'enseignement. C'est vrai. Sauf que ce sont des coûts que d'autres ne supportent pas, parce que ce sont des coûts absurdes qui n'ont rien à voir avec l'activité d'entreprise, et que la concurrence risque
dans une certaine mesure, de déclasser et de faire régresser. Hypothèse favorable que je vous livre. Parce que vous croyez que les autres entreprises mondiales, ailleurs, en Occident, ne sont pas atteintes de la même maladie. Si. Elles sont vérolées. Mais nous appartenons aux États-Unis. Donc on ne parle pas de celle-là, bien entendu. C'est un peu comme le PIB. Le calcul du PIB. Non, mais quand on parle de concurrence, pour démonter ces entreprises woke, on va les appeler comme ça, encore faut-il que celle qui lui fait concurrence ne soit pas aussi atteinte du même mal. Et actuellement, les grandes entreprises européennes sont exactement dans le même. Vous avez un discours intra-impérial. Nous, on parle de la planète. Là. Messieurs, je vais... Oui, mais... Vous voyez que vous mériteriez de revenir pour une nouvelle émission. Mais je vous en remercie en tout cas. Voilà. Et je dis à nos téléspectateurs, à très bientôt, chers téléspectateurs.